qu'on a vu, apparaître un nouveau type de célébrité, qui étaient ces fameux Influenceur. influenceurs. Alors on parlait de blogueurs, de youtubeurs, tu avais les premiers youtubeurs en France, Norman, Cyprien, La Ferme Jérôme et cetera. On faisait des opérations aussi avec eux, on les considérait comme des célébrités, mais on voyait qu'il se passait quelque chose. Et là est rentrée une autre complexité, c'est qu'on avait, 2 marques, des typologies de clients qui étaient très différentes. Tu vends pas c'est pas le même client qui va t'acheter, Novak Djokovic, pour faire une campagne, mondiale, d'égérie et une campagne, avec 12 influenceurs pour, Orangina, par exemple. Donc ça devenait un peu complexe et c'est là où, on a été amené à faire des choix. Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bienvenue dans Brand Zone. Aujourd'hui, on reçoit Quentin Bordage. Donc, Quentin, tu es le fondateur de Call Square. Oui. Ravi de te recevoir. Oui. On se connaît maintenant depuis un petit moment, puisqu'on s'est connus à l'époque de Brand Celebrities, qui était déjà à l'époque leader sur son marché. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous raconter un peu ton parcours et l'origine de quand tu as Ouais. fondé Brand Celebrities au début? Oui, bah, écoute, merci déjà pour l'invitation Benoît et très heureux de te retrouver là. Donc moi d'un point de vue personnel, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait, une classe prépa, une école de commerce et j'ai commencé à travailler dans le conseil en stratégie. Mais en parallèle de mes études, je faisais aussi du sport à haut niveau, donc j'ai toujours été passionné par le sport, et très attiré par, les valeurs, du sport et notamment les valeurs des célébrités dans le sport. Et après quelques années de conseil en stratégie, je me suis inspiré d'une idée que j'avais, identifiée à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour créer ma première société, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'appelait Brand and Celebrities. On mettait en relation des célébrités et des marques pour faire des campagnes de pub, Mmh. soit des campagnes de pub, soit des événements, donc par exemple des interventions de personnalités sur des séminaires, soit des opérations digitales. C'était les prémices, de l'influence marketing. Et donc ça, c'était, fin 2010 et voilà donc Brand Celebrities a beaucoup évolué. On a levé des fonds, on s'est développé, un peu à l'étranger, mais c'était principalement en France et on a lancé un produit en 2018 qui s'appelle Call Square, qui était plus spécialisé sur la partie influence marketing et qui a très bien marché et à un moment, en 2020, j'ai décidé de faire un pivot. J'ai complètement arrêté, l'activité Brand Celebrities pour me focaliser, seulement sur, Call Square, avec un modèle un petit peu différent. On pourra en parler, un modèle Mmh. économique un peu différent. Et ça a très, très bien marché et aujourd'hui, je suis focalisé 100 sur Call Square. Donc une plateforme d'influence marketing qui permet aux marques, aux agences de communication de passer à l'échelle, quand elles veulent faire, de l'influence marketing. Et aujourd'hui, on est, 140. On vient juste d'annoncer l'acquisition d'un de nos concurrents, en Ouais. Europe On va en parler. et avec 19 nationalités. Donc c'est une société, très internationale. On est en full télétravail, donc on a un tout petit bureau, à Paris puisque notre siège est à Paris, mais on a des gens, un peu partout en Europe et on a plus de 2 000 clients en France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, et cetera, dans plus de 30 pays, en fait et heu et voilà. Alors, on va revenir sur Call Square, mais j'aimerais parler un peu de Brand and Celebrities. Parce que très vite, tu es, arrivé, sur le marché du celebrity marketing et tu es devenu leader, en fait, sur le marché, donc devançant déjà des grosses agences, bien connues à Paris et en France. Comment t'expliques le succès, que tu as eu aussi vite comme ça? A posteriori, je pense que j'étais un challenger. On avait enfin, je venais pas du tout du secteur, hein, donc souvent dans le secteur, tu le connais très bien, ce sont des gens qui sont assez proches, des célébrités, de cet univers-là ou du milieu de la com. Moi, j'avais une passion pour le marketing, la communication, tous ces sujets m'ont toujours passionné depuis tout jeune, mais j'avais surtout une approche, assez rationnelle, consultant si je caricature. Je m'étais dit, «Tiens, il y a une opportunité sur ce marché, il est pas, structuré, il est pas très professionnel et surtout, il y a pas d'utilisation de technologies, de plateformes, de data, il y a une place potentiellement pour faire quelque chose». Donc c'est l'approche qu'on a eue et en fait, au lieu de se dire, comme ça se faisait à l'époque, on va aller, commencer par créer des relations, privilégiées avec certaines célébrités. Les sportifs, au départ, c'est à ça que je pensais. On s'est dit: «Non, on va plutôt, avoir une approche technologique, pure. On va créer une plateforme, on va référencer, des célébrités». Donc au début, c'était des sportifs. Au début, c'était que les sportifs,
qui nous donnait l'autorisation. Puis après, on s'est rendu compte que, bah, ils avaient tous des profils, sur les réseaux sociaux, sur, Wikipédia, sur Google et cetera. Donc on pouvait, collecter, toutes ces données qui étaient publiques disponibles et on va les mettre à disposition, soit des annonceurs, soit des agences de communication, pour qu'elles puissent trouver ces célébrités qui matchent le mieux avec leurs besoins pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Alors, en l'occurrence, soit des campagnes, de pub, soit des événements. Commençait à y avoir quelques campagnes sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux étaient en train de monter, notamment sur Facebook à l'époque et sur Twitter. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je pense que cette approche était un petit peu différenciante. Parfois, on nous prenait peut-être, un peu pour des fous parce qu'on venait pas du secteur, hein, notamment nos concurrents. Mais, voilà, cette approche de professionnalisation, d'apporter du rationnel dans le choix de la célébrité, pas seulement sur, de l'émotion et la connaissance qu'on peut avoir déjà de cette célébrité, mais plutôt sur de la data. Et ensuite, sur tout le côté professionnel, sur, l'automatisation, des contrats, la simplification, le côté très transparent aussi. Voilà, on avait déjà cette approche qu'on retrouve aujourd'hui, hein, sur une techno comme, Cold Square et sur le marché de l'influence marketing, mais qui était dédiée, au celebrity marketing. Donc à l'époque, tu es devenu leader du marché. Tu aurais pu encore grossir, en achetant par exemple des agences pour devenir un gros groupe du celebrity marketing et pour autant un jour, bon, j'imagine, hein, tu t'es réveillé, tu t'es dit: «Tiens, on va lancer un truc sur la data». Alors qu'à l'époque, c'était encore, pas très connu, en tout cas personne ne le faisait. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie en tout cas et qu'est-ce qui a fait que tu as été aussi visionnaire sur ce point du coup, d'aller sur de la data qui était encore, hem, Ouais, très, qui est très ouais, émergent. ouais, Ouais. c'est ça, très émergent, voire, pas du tout fait, quoi. Ouais, alors plusieurs choses. Alors moi, j'ai toujours été passionné, par, ces sujets-là aussi et par, la performance, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Je venais un petit peu de cet univers, dans le conseil, en stratégie, parce que c'était ce qu'on apportait, à nos clients et hem et donc du coup, en fait, il y a eu 2 choses. Moi, mon rêve depuis le début, c'était de créer une société, technologique, Mmh. avec un effet d'échelle. Je voulais scaler, je voulais pouvoir développer, une technologie qui soit accessible, dans le monde entier. Il s'avère que, l'approche, qu'on a eue, avec, Brand Celebrities au début ne permettait pas, vraiment de vendre du SaaS, de l'abonnement, à nos clients parce que finalement quand ils faisaient appel, à des célébrités, c'était assez ponctuel, et des célébrités, il y en avait pas des millions. On était monté sur un catalogue de près de 6 000 célébrités. Donc ça justifiait un peu moins d'avoir une plateforme qu'on payait cher pour, avoir des données qui étaient mises à jour très régulièrement, automatiquement et cetera. Donc finalement, le business model, sur lequel on était arrivé, c'était un business model d'intermédiation. On avait, donc c'était supporté par cette technologie qui apportait le rationnel que je décrivais tout à l'heure, mais on mettait en relation, des célébrités et des marques. Donc on prenait un pourcentage, du deal en fait, de la transaction entre la marque et la célébrité et c'était un modèle assez similaire à celui d'agence. On rentrait pas en concurrence avec le métier des agences parce que derrière, on faisait pas toute la partie créative, Ouais. organisation d'événements par exemple ou les visuels de pub, création d'un site web et cetera. Ça, c'était pas notre métier. On était vraiment spécialisés, sur cette intermédiation. Donc on aidait à trouver les célébrités et à mettre en relation et donc on faisait les contrats. C'était des contrats qui étaient tripartites, parfois quadripartites quand il y avait aussi l'agence et on prenait, qui correspondait au travail qu'on avait, fourni pour les annonceurs. Hem, donc finalement, le modèle sur lequel on était arrivé, c'était pas tout à fait le modèle dont moi je rêvais et surtout, c'était pas un modèle qui permettait de se développer très rapidement, très facilement, à l'étranger. On était en train de regarder, on commençait à avoir des premiers clients à l'international, hem, mais c'était pas très scalable. Le deuxième point, c'est qu'on a vu, apparaître un nouveau type de célébrité, qui étaient ces Les fameux influenceurs. influenceurs. Alors on parlait de blogueurs, de youtubeurs, tu avais les premiers youtubeurs en France, Norman, Cyprien, La Ferme Jérôme et cetera. On faisait des opérations aussi avec eux, on les considérait comme des célébrités, mais on voyait qu'il se passait quelque chose qui était assez différent et on voyait qu'il y en avait plein qui étaient pas connus dans la vie réelle, mais qui étaient connus sur ces réseaux et il y en avait beaucoup et il y en avait de plus en plus et là, on voyait qu'il y avait des choses qu'on pouvait mesurer, donc on avait testé des premières technos, pour adapter notre techno, en fait, à cet univers-là. Par exemple, on était capable de prendre la main sur le compte Twitter, d'un influenceur pour pouvoir poster à sa place s'il nous avait donné l'autorisation d'un contenu, et ensuite de mesurer, toute la campagne de manière automatisée et cetera.
On a fait des 1res campagnes comme ça marchait plutôt bien et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a levé des fonds pour continuer à développer notre métier historique qui était un petit peu notre vache à lait et commencer, à lancer ce qui est devenu Coldsquare. Puisqu'au début, on a vendu la technologie sous la marque Branded Celebrities et nos clients ou nos interlocuteurs nous ont dit: «Ah, c'est super, mais est-ce que vous faites aussi des influenceurs?» Parce qu'il y avait Branded Celebrities dedans et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille une D'accord. autre marque. Donc on a créé une autre marque et là est rentrée une autre, complexité, c'est qu'on avait, 2 marques, des typologies de clients qui étaient très différentes. Tu vends pas c'est pas le même client qui va t'acheter, Novak Djokovic, pour faire une campagne, mondiale, d'égérie, avec un conférencier spécialisé sur, le sport et une campagne, avec 12 influenceurs pour, Orangina, par exemple. Donc ça devenait un peu complexe et c'est là où, on a été amené à faire des choix. Et du coup, j'imagine que la version que tu avais mise en place pour Coldsquare au tout début, qui était de la mise en relation et celle d'aujourd'hui, a eu beaucoup d'évolutions. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces évolutions du coup et nous dire aujourd'hui, comment ça fonctionne Coldsquare concrètement Ouais, pour les marques qui aiment, d'un point de vue techno, tu veux dire? Ouais, pas trop technique, mais en tout fonctionnant? cas pour un client qui souhaiterait, Ouais. faire appel à tes services? Alors la technologie, elle a beaucoup de similarités parce que le principe, c'est le même. Grosso modo, tu vas avoir, une fiche profil sur une personnalité. Donc là, aujourd'hui, ce sont des influenceurs sur Cosquare, pour lesquels on va, collecter des données, de manière automatisée sur, le web, principalement sur les réseaux sociaux. À l'époque, chez Branded Celebrities, on en remplissait beaucoup aussi à la main. Donc on faisait des fichiers Excel, qu'on Club allait remplir. Minitel. Ouais, c'était presque ça. J'avais bossé ma sœur m'avait donné un coup de main, enfin il y avait plein de on c'était vraiment très manuel. On commençait à collecter des données de manière automatisée, notamment sur Google ou sur Wikipédia, mais il y avait beaucoup de choses qui se faisaient manuellement. On allait trouver, que Novak Djokovic avait parlé de son intolérance au gluten dans son livre. Ça, pour faire ça, il fallait avoir lu le livre. Donc c'était beaucoup, beaucoup moins automatisé. Aujourd'hui, c'est les mêmes ingrédients, on va dire, qu'on retrouve sur Callsquare, avec derrière un moteur de recherche, qui va permettre de taper des mots-clés, entrer des filtres, par exemple sur l'audience. Si tu veux savoir tu veux trouver un influenceur qui s'adresse, aux femmes de plus de 25 ans en région parisienne, tu peux rentrer ces filtres-là, et on va couvrir un certain nombre, de réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Snap, et cetera. Heu Le besoin auquel on répond, en primaire, c'est trouver les bons influenceurs avec une approche rationnelle. Des influenceurs qui vont matcher avec la marque, avec son audience ou avec son territoire de conversation. Donc l'approche par mots-clés aussi, elle est très forte. Comme on collecte tous les contenus qui sont, postés par les créateurs, texte, photos, vidéos, on va être aussi capable d'aller chercher très loin. Donc par exemple, il y a certains laboratoires pharmaceutiques qui vont aller, trouver des influenceurs, qui parlent, de certains sujets, en particulier certaines maladies, parce qu'ils sont, victimes, eux-mêmes de cette maladie. Et on va pouvoir trouver même les influenceurs qui engagent le plus, sur ces sujets-là, parce qu'on collecte aussi les likes, les commentaires, les partages, et tout ça en temps réel. Donc il faut imaginer qu'il y a une énorme technologie derrière, Bien sûr. avec des équipes, qui travaillent sur cette technologie pour aller collecter tous ces contenus en temps réel. Premier besoin, c'est, la recherche de l'influenceur et des influenceurs qui matchent parfaitement. Le deuxième besoin, c'est une fois qu'on l'a trouvé, on a envie de rentrer en relation avec cet influenceur. Donc sur Callsquare, tu vas pouvoir, les contacter, gérer la relation avec eux. Ça fonctionne aussi un peu comme un CRM, donc tu peux, par exemple, indiquer la taille de chaussures, créer tes champs pour savoir, sa date de naissance, le nom de son agent, ses coordonnées, plein de choses en fait, au cours, du déroulé de la relation avec cet influenceur. Tu vas pouvoir automatiser aussi plein de choses. Tu vas pouvoir, connecter ça à ta boîte, Gmail par exemple, ou ta boîte email pour, avoir une traçabilité. Tu peux aussi, connecter, cette interface-là avec, ton site e-commerce, par exemple Shopify. Donc si tu veux générer automatiquement des codes promo, tu vas réutiliser des patterns qui sont dans Shopify, pour, envoyer automatiquement à 100 influenceurs un code promo unique qui va te permettre après derrière, de traquer les ventes, de ta campagne. Et donc du coup, la troisième partie, c'est toute la partie reporting où tu vas pouvoir aller en fonction de tes objectifs, hein, vraiment mesurer ce qui s'est passé, soit en termes de notoriété. Là, on va plutôt, aller travailler sur les KPIs d'engagement, soit en termes de vente, tout plus bas dans le funnel avec, des liens traqués ou des codes promo. La dernière brique qu'on a aussi qui est assez intéressante, c'est que sur la base de toute cette donnée,
on va permettre aussi aux marques de se benchmarker, d'aller, se comparer par exemple, à d'autres marques, soit les concurrents directs, soit d'autres marques qui les inspirent et donc après d'avoir une approche très similaire aux médias, hein, que tu connais, d'aller se dire, ben: «Quel est mon share of voice? Quelle est ma part de voix, sur mon marché? Est-ce que je progresse? Est-ce que je suis en train de diminuer?» Et donc de donner du sens, plutôt une approche stratégique à ce qui avant était, assez, tactique ou opportuniste. Voilà, En fait, de manière simplifiée. c'est assez dingue parce qu'en fait, tout est automatisé. C'est-à-dire qu'on prend un abonnement, chez Callsquare, on rentre un brief, en disant: «Tiens, je cherche, tel type de profil avec, telle, audience et cetera». On te sort des noms, tu les contactes, tu fais ta campagne et après tu as tes retombées, donc pour le coup, il y a aucune triche possible. Alors que tu peux pas arrondir les chiffres comme peuvent le faire, certains et en fait, ça te fait quasiment tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais, aussi bien ta recherche de créateurs ou d'influenceurs ou de célébrités, j'imagine. Tu fais ta campagne et ensuite tu as tes retombées. C'est ça, si j'ai Ouais. bien compris? Alors c'est possible parce qu'aujourd'hui avec des prompts, donc tu peux, effectivement juste remplir, ton brief. On peut te suggérer Mmh mh. des créateurs et ensuite, tu vas pouvoir automatiser le reste de la campagne. Après il y a beaucoup d'expertise qui s'est développée, sur le secteur et aujourd'hui, le cas d'usage le plus classique, c'est, vraiment d'aller rentrer, différents mots-clés, tu peux cumuler des mots-clés, en exclure, rajouter des filtres, parce que tu as une idée, pour aller travailler sur un territoire de conversation ou sur une campagne en particulier sur un sujet et ensuite tu vas pouvoir, finalement, automatiser énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est que l'automatisation ou l'IA, parce que là aussi on parle de la place de l'IA dans tout ça, Mmh. heu, ça va pas remplacer, le travail, des experts en influence, que ce soit au sein des agences ou, internalisé chez les annonceurs, parce qu'il y en a de plus en plus qui ont internalisé. Mais ça va vraiment leur permettre de se concentrer sur là où ils ont de la valeur ajoutée, notamment sur toute la partie créative, sur les idées et sur la relation humaine avec, les créateurs. Ça prend énormément de temps de leur envoyer des emails, de personnaliser tout ça, d'aller chercher les bons codes promo, de voilà, de centraliser et de piloter ça. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées et ils vont pouvoir se concentrer sur les petites attentions, les petites choses qui vont faire que le créateur va répondre, parce qu'on l'a trouvé, parce qu'il parle de son sujet et on sait pourquoi on l'a contacté. C'est pas juste du hasard ou parce qu'il a une taille de communauté qui nous intéresse et derrière, de lui souhaiter son anniversaire, d'aller travailler, vraiment, sur la durée, sur ce qui reste, des humains. Ce qui était assez amusant d'ailleurs, c'est que je crois qu'il y a même des agences d'influence qui sont clients chez toi pour aller chercher des créateurs et du coup les proposer, Oui, à leurs ou pour clients. mieux comprendre, comment ajuster la stratégie de leur talent. Hem, Tu peux comparer, des créateurs, enfin des marques entre elles, mais tu peux aussi comparer des créateurs entre eux. Bien sûr. Donc c'est là où la data, prend aussi beaucoup de sens. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Alors on a des clients dans 30 pays. Ouais, Après en présence, physique, on est présent dans 9 pays. et en termes de créateurs du coup, tu en trouves qu'en France ou aussi dans ces 9 pays? Monde entier. On a l'exhaustivité, je simplifie, mais parce que le diable est dans le détail toujours, mais en gros, ce sont tous les influenceurs qui ont plus de 5 000 followers sur leurs réseaux sociaux. Alors Donc tous ces c'est créateurs, un c'est des travail millions. Ouais. colossal du coup de faire un tel catalogue, et tout ça tu as réussi à le faire avec la data du coup? Alors c'est pas moi, c'est mes équipes parce que Oui, j'ai des supers oui, équipes et je me moi doute c'est bien. pas mon background comme je le décrivais tout à l'heure. Mais oui, oui exactement, c'est la data. On a des outils, qui vont, identifier ces influenceurs, et ensuite, une fois qu'ils sont identifiés, qui vont, structurer ce que je décrivais tout à l'heure, collecter ces données, les mettre, les structurer de manière intelligible pour qu'elles soient utilisables ensuite par, les annonceurs. Parce qu'on voit par exemple souvent des marques qui, françaises par exemple, qui lancent des produits, en France et qui après testent d'autres pays. Donc ils peuvent très bien avec le même abonnement, aller chercher des créateurs en Italie, en Ouais. Espagne, et cetera. Donc nous on a une approche différente, c'était tout de suite, exhaustif, et usage illimité. D'accord. On aurait peut-être pu faire, différemment et chercher à vendre, des add-ons et cetera. Nous, on s'est dit, on a des clients qui sont plutôt matures en influence, donc c'est à la fois des grands groupes, mais aussi des plus petites marques, Cabaya, Cheers et cetera, tu vois? Sont très fortes en influence, depuis des années, qui ont été des précurseurs en influence et qui utilisent énormément ce levier-là pour attirer des nouveaux clients, pour travailler sur le repeat avec leurs clients et
et donc ces marques-là, elles ont souvent des problématiques internationales, et donc on cherche à les accompagner au mieux, depuis le début avec une approche qui est la plus simple possible. C'est ce qu'on nous dit aussi sur notre interface, sur notre plateforme. Elle est Mmh. assez simple, d'utilisation par rapport à d'autres. Et du coup, toi, quand tu as démarré ColdSquare, l'IA à l'époque était pas aussi développée, que ça. À quel moment tu as rentré l'IA, en ColdSquare? Est-ce que du coup, dès que tu as, commencé à travailler avec l'IA, est-ce que du coup ça t'a permis de faire un gap, en termes d'efficacité, en termes de temps? Ouais, alors l'IA, ça existe depuis longtemps, mais on l'appelle IA, depuis peu de temps. Nous, ça fait très longtemps qu'on fait du big data, Mmh. avec les quantités de données, que je décrivais tout à l'heure. Alors je dis souvent, c'est pas comme la crypto, mais c'est pas très éloigné, ça doit être, un peu en dessous. Donc ça donne une indication de la complexité et des volumes de données, qu'on peut traiter. Hem Et aussi le machine learning, c'est-à-dire, comment tu fais, évoluer tes données, tes indicateurs, ton outil, hem, comme une machine, donc il va apprendre, de ce qui s'est passé pour s'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, on s'est intégré depuis, longtemps. Ça fait en 2012 déjà, on analysait, sur donc on était sur Twitter, par exemple, on collectait des posts sur Twitter et on était capable d'identifier la langue, de ces contenus. Hem, C'était, un peu révolutionnaire à l'époque, ça n'existait pas, vraiment, et c'était pas fiable. Donc nous, on avait déjà des outils qui permettaient de faire ça. Ce qui change là depuis, de 3 à 4 ans, c'est l'avènement de l'IA, et c'est surtout l'accessibilité, de ces modèles. Avant, en gros, on avait des data scientists qui bossaient, sur des modèles que pour nous, et c'était vraiment de la recherche et du développement. Aujourd'hui, tu peux utiliser des modèles, tu gagnes beaucoup plus de temps, donc ça a un effet d'échelle, beaucoup plus fort, et oui, on l'intègre dedans. C'est d'autant plus nécessaire que notre métier, il se professionnalise, il se complexifie. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, il y a de plus en plus de contenu, notamment de plus en plus de contenu vidéo, ce qui est un format qui s'est vraiment développé sur ces dernières années, et donc ça nécessite énormément de traitement de contenu, et c'est ce qu'on essaye de faire, au quotidien. Voilà. Et du coup, ça fait, 15 ans que tu es présent maintenant, en tout cas, sur le celebrity marketing et sur l'influence. Quel regard tu portes sur, pour simplifier un peu la question, entre 2010 et aujourd'hui? Effectivement, il y a eu un monde, mais comment tu as vu un peu l'évolution de l'influence, entre ton début et maintenant? Évolution, super positive et super excitant. C'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est qu'on a de la chance d'être là, alors encore plus aujourd'hui où c'est encore en train de s'accélérer. Bah, disons qu'en 2010, on parlait pas vraiment d'influenceurs, plutôt de blogueurs, de youtubeurs comme on disait tout à l'heure. On parlait plutôt de celebrity marketing. Mmh. Les premiers influenceurs, c'était des célébrités. C'était eux qui avaient les premières audiences, sur les réseaux sociaux. Hem, C'était beaucoup moins structuré. Il y avait moins d'agences, ou les agences qui faisaient ça, c'était les premières agences médias, c'était elles qui ont vraiment, innové et qui ont lancé, cette pratique-là. Ensuite, les agences RP. Il n'y avait pas d'agence, influence, dédiée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des agences, des superbes agences qui sont lancées, D'accord. développées, on grossit aussi à l'international. Il y a plus une seule agence RP qui n'est pas RP et influence. Et il y a aussi beaucoup de talents qui étaient dans les agences qui sont allés chez les annonceurs parce que c'est un levier qui a commencé à prendre de l'importance. Les marques ont commencé à dépenser énormément, énormément en influence, plus que Google Ads, à un certain moment. Hem Là, c'était un shift, et donc elles ont commencé à recruter. Les compétences et les savoir, faire, ils étaient dans les agences. Donc il y a eu un transfert en fait de ces talents, et l'industrie s'est développée. Ça continue aujourd'hui. Ce qui a changé aussi, c'est à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes réseaux sociaux. Donc je vais en parler un peu tout à l'heure. Il y avait du YouTube aussi, hein, mais il y avait, Facebook et Twitter. Aujourd'hui, c'est Instagram, hem, qui a vraiment explosé sur toutes ces années, avec un concurrent qui est arrivé qui est TikTok. Mais Instagram, on a fait une étude l'année dernière, en Europe, auprès de plus de 800, annonceurs. C'est, 80-90 en fonction des pays, des campagnes de com des annonceurs, qui font de l'influence. Donc en fait, c'est quasiment tout Instagram, et TikTok aussi qui est devenu, le plus gros challenger, et TikTok n'existait pas, en 2010. C'est vraiment des choses qui ont changé, très fortement. Hem, L'accessibilité aussi à la data, qui est plus complexe, aujourd'hui. À l'époque, en 2012, on pouvait collecter, n'importe quoi.
On avait accès à tous les données sociodémographiques, par exemple, sur l'audience, d'un créateur. Tu pouvais la scraper sur un site sur Facebook. Aujourd'hui, c'est absolument impossible, donc tu as des API, ça s'est aussi professionnalisé, heu et ça rend ce métier, encore plus complexe. Et je pense que ce qui a changé aussi, c'est la convergence. Donc il y a de plus en plus de plateformes, mais les formats ont aussi, beaucoup, convergé. On a vu, les formats vidéo, les formats, YouTube Short, les TikTok, vidéo et cetera. C'est les mêmes formats de vidéos courtes, par exemple, qui sont apparus tout d'un coup et qui ont pris, le marché. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses et je pense que je pourrais en parler pendant encore longtemps. Hem et justement, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui rend ce métier, ce secteur, vraiment passionnant, c'est que c'est un peu fatigant, hein, parfois, mais ça change tous les jours, quoi. Ouais, c'est vrai que le secteur en plus est en pleine évolution. Chaque année, les chiffres, sont de plus en plus forts. Comment tu vois comment tu vois toi la suite, dans les 3-4 ans à venir, comment tu vois l'évolution du marché de l'influence? Est-ce qu'on sera encore plus davantage sur de la data? Ou comment tu envisages, enfin, ou comment tu vois ou comment tu perçois cet Le avenir? secteur Ouais. au sens large, ouais, c'est un secteur qui est très, dynamique, tu le disais. Heu, Aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 30 milliards de dollars, sur l'influence marketing, parce qu'on peut parler aussi de la creator economy et là, on est en centaines de Mmh. milliards. Hem C'est un marché qui croît, il me semble de 25 en croissance annuelle moyenne sur les 5, 6 dernières années. Donc, voilà, ça continue à croître. Dans l'étude dont je te parlais tout à l'heure, on a demandé aux annonceurs, quels étaient leurs plans pour l'année prochaine, pour 2026, et à 75-76, ils voulaient augmenter leur budget d'influence. Donc, le marché se porte bien. Donc ça, c'est super positif. L donc je pense que ça va continuer et sur les 3, 4, 5 prochaines années, ça va continuer. Hem, c'est un marché qui se professionnalise, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sur les dernières années, on a vu un shift, d'une approche assez opportuniste, peu, systématisée, à une approche vraiment stratégique. Donc, l'influence aujourd'hui est vraiment intégrée comme un des leviers, du mix média, avec la télé, avec le paid et cetera. Hem, J'avais même écrit un article je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, qui disait qu'il y aurait bientôt des chief influencer officers. Il y en a certains dans certaines boîtes, on est en train de voir ça, donc des rôles aussi de plus en plus seniors, avec, de la visibilité, de la responsabilité au niveau du comité, exécutif de l'entreprise. Donc ça, c'est en train de se développer et d'un point de vue data, écoute, oui, plus de data, on veut mesurer la data. Ce que je trouve intéressant, c'est la maturité sur la data qui est en train d'évoluer. Hem, il y avait un peu des vanity metrics, par le passé. Mmh mh. On se satisfaisait du nombre de followers ou du nombre de likes, ou du nombre de vues. On s'est rendu compte que le nombre de vues sur, TikTok, par exemple, ça voulait pas forcément dire la même chose que le nombre de vues sur YouTube, puisque le nombre de vues sur TikTok, c'est au déclenchement de la vidéo et sur YouTube, c'est au bout de 30 secondes. Donc tu peux pas vraiment comparer les choses. Donc meilleure expertise, meilleure connaissance de la part des acteurs du marché, notamment grâce à des technologies, comme nous, hein, mais une maturité globale du marché qui est montée et donc l'intégration de la data dans sa stratégie. Ça n'empêche pas, la créativité, mais beaucoup plus de data et une approche un peu plus rationnelle sur, le choix des créateurs, mais aussi sur l'ajustement de sa campagne, quand poster, comment, quel type de contenu, avec quel type de créateur et une approche sur le long terme. Hem, Tu vois, il y a beaucoup de programmes d'ambassadora qui se lancent, avec, des créateurs qui vont être activés sur l'année, voire sur, plusieurs années, à plusieurs moments clés et pas seulement sur un one shot. Donc ça, c'est vraiment une trend, assez forte. Il y en a plein d'autres, mais ouais, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer là. La dernière, tendance qui est aussi, très forte et nous, on a été assez précurseurs aussi sur le sujet, c'est toute la partie influence responsable. Heu, c'est de se dire, «OK, c'est bien de solliciter des créateurs, mais il faut le faire, de manière, responsable, voire, éthique». Hem, donc ça veut dire, heu, notamment la transparence, on en a beaucoup parlé, des collaborations. Donc quand un créateur fait un post, il doit indiquer, un hashtag particulier ou une mention pour dire que c'est une collaboration commerciale. Il y a aussi des outils qui existent, sur les plateformes aujourd'hui pour le faire et ça Mmh s'est mh. beaucoup développé. Mais c'est aussi, des considérations, sur,
Tu vois la transparence, entre les agents et les créateurs, sur les marges par exemple. C'est aussi, sur, Un gros la place sujet des ça. enfants, c'est un gros sujet, sur la place des enfants, tu vois, dans les contenus, ça va au-delà parce qu'on se rend compte que, il y a l'influence commerciale, mais il y a l'influence au sens large. Tu vois, sur le harcèlement, sur la manipulation, sur, le rôle, sur les courants politiques et cetera. Donc c'est vraiment passionnant. Et pour revenir à Cold Square, du coup, si un créateur, petit ou moyen, souhaite se faire référencer, comment c'est possible? Et ensuite, j'ai une autre question, alors, bon, je suis désolé pour le parallèle, mais c'est pour, bien comprendre. Typiquement, quand tu vas faire tes courses chez Leclerc, tu sais, tu as des commerciaux qui vont chez Leclerc pour, référencer les postes pour que tu enfin, pas les postes, mais les produits pour que tu sois, mieux vu et cetera. Comment ça marche le référencement? Par exemple, si demain, je reprends ton exemple de tout à l'heure, je suis un laboratoire, je cherche, des créateurs sur telle typologie de maladie, par exemple, et j'en ai 50 qui sortent. Comment peut faire un créateur, ou est-ce que c'est automatique pour être dans les premiers? Parce que j'imagine souvent que les marques font appel aux premiers Tu du voudrais coup, faire du SEO, par exemple, je sais pas. Non, mais aujourd'hui, il y a pas ces problématiques-là. Effectivement, c'est plus nous, la plateforme et nos algos, qui vont essayer de recommander, les créateurs qui matchent le mieux avec le besoin. Parce que tu vas avoir, les algos, ils sont assez complexes, mais tu as une recherche par mots-clés, mais tu vas avoir les autres critères aussi que tu vas pouvoir Bien avoir sûr. indiqués si tu recherches, certains taux d'engagement, sur certaines plateformes et pas d'autres et cetera. Donc en fait, aujourd'hui, tu peux pas faire ça, mais tu pourrais avoir cette approche-là. Après ça dépend si nous, on est totalement transparent sur l'algorithme. Enfin, tu vois, on va retomber sur, comment fonctionne l'algorithme ou le feed, d'Instagram. On n'a pas l'info, mais on peut essayer de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, non, oui, effectivement, un créateur, il peut s'inscrire, sur CoSquare. On a fait l'annonce, à Paris Creator Week, Mmh. en fin d'année dernière. Hem, on a lancé une application aussi qui est dédiée aux créateurs, qui s'appelle Creators avec un K, comme CoSquare et voilà, qui a pour objectif d'aider les créateurs à se professionnaliser, à avoir, des stats, sur leur compte, sur la meilleure, performance, les posts qui performent le mieux, par exemple, ou sur, voilà, ou de se benchmarker par rapport à d'autres acteurs, d'autres créateurs du marché. Mais aussi, un media kit qui va te permettre de le partager soit avec ton agent, soit avec, des marques quand tu as des sollicitations. Et donc on a lancé cette plateforme pour permettre aux créateurs, d'avoir une approche, plus responsable et de se simplifier un petit peu la vie parce que c'est un métier qui est pas Pas de évident. souci. Non, c'est très bien, de et donc il y a une actu, que tu nous as annoncée aujourd'hui, puisque du coup vous avez racheté Story Clash. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du coup sur, nous présenter, ce qu'est Story Clash et qu'est-ce que concrètement ça va apporter à Cold Square? Oui, alors c'est notre troisième acquisition. Heu, je pourrais raconter un petit peu l'historique et pourquoi, mais pour répondre à la première question sur ce qu'est Story Clash, c'est un équivalent de CallSquare. C'est une plateforme, assez similaire, avec, super interface, super fonctionnalité, très orientée sur, l'IA, et qui, s'est, développée ces dernières années, beaucoup sur le marché qu'on appelle DAR, donc Allemagne, Autriche, Suisse Mmh. et dans d'autres pays également. Donc c'est une équipe de 50 personnes et donc aujourd'hui, on les intègre, chez nous, donc on était 90 jusqu'à présent, donc on va être, 140, avec, cette idée de créer un champion européen, de l'influence pour, répondre aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus internationaux, comme je disais tout à l'heure et aussi, essayer d'atteindre une taille critique qui nous permette de continuer à innover. On parlait d'IA tout à l'heure, on a des équipes, techniques qui sont assez conséquentes et beaucoup de dépenses, là-dessus. Et cette idée de pouvoir, réunir nos forces, pour pouvoir, être encore plus innovants. Hem, c'est notre, 3e acquisition comme je disais tout à l'heure. En fait, on a rejoint un groupe qui s'appelle Teamblue, il y a un peu plus d'un an, qui est un hébergeur, qui vend des noms de domaines, c'est une super société, énorme société, privée, qui a plus de 3 000 salariés, qui fait, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent, qui est extrêmement rentable et qui croît très vite et qui intègre des sociétés comme les nôtres, dans son groupe pour adresser les besoins de ses clients qui achètent, des sites web et qui ont des besoins digitaux. Donc sur du e-commerce, sur des besoins d'accessibilité, sur, plein de sujets. Ce qui est génial, c'est qu'ils nous laissent, notre marque, notre équipe, notre stratégie et qu'ils sont là pour nous aider, à nous développer.
en croissance organique, donc c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, sur l'innovation, sur les sujets IA, mais aussi, en croissance externe puisqu'ils ont une vraie expertise sur le sujet. Et donc ils nous ont accompagnés sur, 2 autres acquisitions que Storyclash. La première, c'est l'acquisition d'un concurrent assez similaire, dans les pays nordiques qui s'appelait Wumio, Mmh. qui était basé au Danemark, dont on a fait l'acquisition il y a à peu près 1 an. Et la deuxième qu'on a annoncée il y a quelques semaines, qui est, notre principal concurrent en Italie, qui s'appelle Inflead. Et voilà, à chaque fois l'idée c'est la même chose, pouvoir, mutualiser les efforts, les ressources et la techno pour offrir, plus de valeur ajoutée au marché. Donc c'est-à-dire que les plateformes vont rester autonomes ou vous allez en faire 4 en une du coup? Comment tu imagines Alors, un peu la le suite, diable est un peu dans le détail et puis ça dépend des technos, mais grosso modo, on essaie d'offrir, une interface, simple, pour nos clients et de mutualiser, les meilleures fonctionnalités, pour les besoins de nos clients. D'accord. D'autres achats prévus ou pour l'instant c'est encore Bah, confidentiel? écoute, on va déjà, digérer, tout ça, mais oui, oui, pourquoi pas? Notre stratégie, c'est toujours ça, c'est, Développement? voilà, développement sur l'Europe, là, aujourd'hui, on est vraiment, leader européen, mais on aimerait bien continuer à se développer, et pourquoi pas, toujours en croissance externe. Après, c'est aussi aller voir, ailleurs, sur d'autres géographies. Et donc en parallèle de CallSquare, tu es également, très actif, au sein de l'UMIC. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, le rôle de l'UMIC et du coup sur ton rôle à toi au sein de l'UMIC aussi Ouais. également? Donc, moi, je suis membre du comité exécutif de l'UMIC. L'UMIC, c'est le syndicat professionnel des acteurs, de l'influence, marketing en France, Mmh. Qui est récent pour le coup? qui est récent, donc il s'est créé en parallèle de tout le travail qui a été fait, qui a abouti à la loi, sur l'influence de juin 2023, sur l'influence commerciale. Tu sais, il y avait eu des tables rondes qui avaient eu lieu à Bercy, donc j'ai eu la chance de pouvoir y participer et avec un certain nombre d'acteurs, notamment des agences, mais aussi des technologies, comme nous. Ça aboutit à la création de l'UMIC. Donc l'UMIC aujourd'hui regroupe à la fois des agences, d'influence, des agents, parfois ils sont agences aussi, des créateurs de contenu et des technologies, comme les nôtres, avec, on va dire un double objectif. Le premier, c'est d'harmoniser les pratiques, de professionnaliser, les pratiques du secteur. Donc déjà, ça mérite de pouvoir dialoguer, d'échanger. On a mis en place un comité éthique, par exemple, avec des chartes éthiques sur le secteur. On crée des contrats types, pour essayer tu vois, d'harmoniser les pratiques et simplifier le travail pour tout le monde et faire que le secteur évolue dans la bonne direction. Et le deuxième objectif, c'est de porter une voix unique, avec, notamment le législateur, le gouvernement français, pour accompagner à la transformation de notre secteur. Il y a une loi, influence, qui est sortie en juin 2023. On a attendu pendant assez longtemps un décret d'application de cette loi, qui vient juste d'arriver. Mmh. Et donc pendant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup de discussions et puis il y a une deuxième loi, dite influence V2 qui est en préparation aussi et qui ira un petit peu plus loin que la simple influence commerciale, vraisemblablement parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants encore. Mais voilà, c'est ce travail-là que nous on fait auprès des pouvoirs publics et du législateur. Et au sujet des lois influence, donc on est tous d'accord pour dire que c'est bien d'avoir une loi, sur ça, mais il y a quelques personnes qui disent quand même qu'elle va pas assez loin. Est-ce que tu penses, toi, qu'on pourra encore aller plus loin ou tu penses que c'est déjà un bon début? Ouais, alors écoute, je la trouve déjà assez contraignante. Elle va même plus loin, sur, certaines interdictions, par exemple, que tu ne retrouves pas ailleurs. Par exemple, sur la chirurgie esthétique, Mmh. c'est interdit, pour l'influence, mais c'est pas interdit pour d'autres secteurs, pour d'autres, leviers de communication. Donc, la loi, elle va assez loin déjà aujourd'hui. L'enjeu, je pense, c'est surtout qu'elle soit appliquée à 100. Il y a vraiment, un avant et un après, la loi, hein, c'est la RPP, l'Autorité de régulation de la Mmh. la publicité, mesure ça à travers son observatoire auquel, Cosquare participe et beaucoup d'acteurs du marché et les postes qui sont en conformité avec la loi ont explosé. Il y en a c'est la quasi-majorité, je crois qu'on est à plus de 90 aujourd'hui, alors qu'on était à 70, 80. Donc il y a vraiment une prise de conscience et ouais, une amélioration des pratiques, là-dessus. Heu, Après sur ton le sujet dont tu parles, qui est le décret d'application, notamment sur la partie contrat, on attendait de savoir, quel était le montant à partir duquel il fallait qu'on soit obligé, de faire un contrat et
Alors je sais pas si on peut aller plus loin, mais on pourrait le clarifier un petit peu parce que, aujourd'hui, la manière dont ça a été formulé, c'est assez opaque puisque vraisemblablement, et je veux pas dire de bêtises, c'est, à partir de 1 000 €, mais par, objectif de campagne, et par annonceur. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce que par annonceur, quand tu es un grand groupe, et que tu as plusieurs Oui. sous-marques, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, quelle entité juridique ou la marque et l'objectif de campagne. J'en parlais un petit peu tout à l'heure sur les objectifs de campagne, mais si tu fais une campagne de notoriété ou une campagne d'acquisition avec, des codes promo, est-ce que tu vas considérer que c'est la même et donc est-ce que tu faut faire, un contrat? Hem, Par ailleurs, quand tu engages une, collaboration avec un créateur, tu sais pas combien de temps ça va durer. Donc, au début, tu fais pas de contrat parce que, j'en sais pas, tu lui envoies un produit à 300 € ou tu vas le payer 200 €. Et si tu cumules, à un moment, tu vas arriver à 1 000 €. Alors déjà, il faut peut-être cette alerte-là et puis ensuite, il faut f est-ce qu'il faut rétropédaler ou c'est à partir du moment où tu as dépassé les 1 000 €? Donc ça crée plus de questions, en fait, moi j'ai appelé ça, j'ai fait un post, LinkedIn qui disait que c'était une usine à gaz. Ça me paraît compliqué à appliquer, donc on peut aller plus loin, on peut clarifier les choses. Je crois que l'UMIC avait proposé même un seuil, plus faible, hein, à 500 Mmh. €, mais très simple, par, par produit, par collaboration. Aujourd'hui, la manière dont ça a été formulé, pose des questions sur la pertinence de sa mise en application. Donc on a l'UMIC au niveau français et au niveau européen, on a l'EIMA, c'est ça? Tout à fait, Donc tu es le aussi Eu adhérent? ouais, European Influencer Marketing Alliance. Donc c'est une alliance, et même démarche que ce qui s'est passé, en France. Il y a d'autres associations qui existent dans d'autres pays et il y en a de plus en plus. Il y en a qui existaient historiquement avant l'UMIC, en Angleterre et en Allemagne. Et on était un peu précurseurs sur le sujet. Moi, j'ai eu la chance de co-créer avec, nos collègues, d'Allemagne et d'Angleterre, cette organisation, cette alliance. Et aujourd'hui, on a été rejoints, donc on est 9 membres, il y a la Pologne, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Belgique et cetera. Et il y a aussi exactement les mêmes objectifs qu'avec l'UMIC, mais l'UMIC, c'est plutôt sur un scope, français. Là, Mmh. c'est sur un scope européen. C'est comment on harmonise, nos pratiques. Il y a des niveaux de maturité de marché qui sont différents, des pratiques qui sont différentes et des expériences qui sont différentes. Donc on a beaucoup à apprendre, de nous pour, avoir une approche tous, plus responsable. C'est dans l'intérêt du marché et de tous les acteurs, du marché. Et le 2e objectif, c'est d'avoir une voix et de porter cette voix auprès, des pouvoirs publics, à Bruxelles, là où les choses sont en train de se jouer, aujourd'hui. La France est le seul pays qui a vraiment une loi. Il y a des différentes régulations dans les différents pays européens et vraisemblablement, on s'oriente vers, une loi, notamment à travers une loi qui s'appelle le DFA, Digital Fairness Act, qui est en train d'arriver et qui devrait, clarifier, un certain nombre de règles pour tous les pays européens pour l'influence marketing. Et donc, pour que notre voix soit entendue et qu'on ne tombe pas sur des usines à gaz, on a aussi cette nécessité de se fédérer et de porter une voix auprès de Bruxelles. Et comment se porte le marché de l'influence par rapport à nos voisins du coup, je pense à l'Espagne, l'Allemagne? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est à peu près au même niveau ou comment on se comporte, Ouais, on me pose souvent la question et c'est vrai que nous, on a la chance d'opérer dans plein de pays, donc de pouvoir voir un peu comment ça se passe. Je pense que la France est plutôt en avance, sur un certain nombre de pays, avec, avec d'autres pays comme l'Angleterre, par exemple, qui a un énorme marché aussi en taille. Je pense que c'est lié au tissu économique, français. Il Mmh. y a beaucoup de marques, de mode, beaucoup de marques de cosmétiques, de beauté et cetera, qui étaient les premières marques qui ont investi sur ce levier d'influence, qui sont devenus des précurseurs. Et donc, ça explique un peu le succès en France. Il y a aussi énormément de créateurs en France. Faut se rendre compte qu'à peu près 180 000 créateurs, en France juste sur Instagram, qui ont plus de 5 000 followers. C'est à peu près le même nombre en Italie, mais par exemple, il y en a 90-100 000, en Allemagne. Il y en a un peu moins. Donc il y a aussi, une offre qui est très développée et qui permet aux marques d'activer ce levier et de pas tomber toujours sur les mêmes créateurs. Voilà, après c'est des marchés qui fonctionnent un petit peu différemment, mais c'est plus lié à la culture. Tu vois, en Espagne ou dans le sud de l'Europe, un peu pareil en Italie, il y a beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de likes, de commentaires. En Allemagne, ils vont y avoir une approche un peu plus rationnelle, plus liée à l'e-commerce. La data est encore plus importante. Voilà, tu as des sensibilités qui sont un petit peu différentes, y compris sur les sujets d'influence, responsable.
puisqu'il y a eu des scandales dans certains pays, en Italie par exemple avec, Chiara Ferragni, je sais pas si tu avais suivi, ce scandale-là, qui font que, par exemple la France et l'Italie sont les 2 pays les plus sensibles à ces sujets d'influence responsable et de transparence et d'éthique, et les autres pays sont en train de monter aussi sur ce sujet. Il y avait un chiffre aussi, alors si je me trompe pas, c'était celui-ci, mais qui avait été annoncé à la Paris Creators Week, qui disait que 53 des créateurs de contenu, gagnaient de l'argent. Pas en totalité, mais en partie, de par leurs activités autres que les marques. Donc ça peut, je sais pas, vendre des formations, créer des produits ou créer des marques ou créer des vêtements, par exemple, ou plein de sujets. Est-ce qu'à terme, du coup, toi, par rapport à Call Square, parce que tu reposes quand même beaucoup sur la marque, c'est pas je vais pas dire un danger surexagéré, mais en tout cas, une crainte de dire que potentiellement les créateurs iraient un peu de moins en moins vers les marques, ou pour toi, il y aura toujours ces partenariats entre les marques et les créateurs? Oh, pour moi, il y aura toujours, pour moi l'influence c'est un média et les marques, rechercheront toujours des médias. Ce qui va changer, c'est, le format de ces médias, parce qu'il évolue, parce que les plateformes ne sont pas toujours les mêmes ou les formats, on le disait tout à l'heure avec l'exemple des formats courts de vidéos évoluent. Mais il y aura toujours, besoin de créateurs. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup sur les micro-influenceurs, voire les nano-influenceurs. L'influence, c'est intéressant parce que ça va même au-delà. C'est aussi l'employé advocacy, les salariés qui sont des influenceurs. Mmh. Moi, mes commerciaux aujourd'hui, ils produisent énormément de contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça crée une valeur pour eux en termes d'employabilité. Si demain ils vont ailleurs, ils auront une meilleure employabilité parce qu'ils ont un certain nombre, une quantité de followers qui est importante. Hem, donc non, non, pour moi ça va continuer à se développer très fortement. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que les les créateurs aujourd'hui, ils sont assez peu à vivre exclusivement de leur métier. Ils sont de plus en plus, mais assez peu. Donc ils ont souvent une activité à côté. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui rend pertinent, leur création de contenu, parce qu'ils ont une expertise, ailleurs. Donc la question, c'est plutôt comment ils vont pouvoir aller capter un maximum de la création de valeur sur le secteur. Parce que si les marques prévoient d'augmenter plus, leurs investissements, sur les années à venir, ça ne veut pas dire forcément que tout va revenir dans les poches, des créateurs. Notamment parce que les collaborations, elles se font aussi à travers de la médiatisation des contenus. Donc il y a une partie de l'investissement qui va se faire, au sein des plateformes pour, augmenter, le reach, la portée des contenus qui sont créés par les créateurs. Et tu vois, d'où qu'il y a beaucoup de chiffres et de data sur, Call Square, est-ce que tu aurais, alors, je sais pas s'il y a des chiffres officiels, mais en tout cas, tu vois un peu une différence entre les marques qui font appel soit à des gros créateurs, ou tu parles aussi des nanos ou des micros? Quels sont aujourd'hui les plus demandés sur le marché, en termes de nombre d'abonnés, par exemple, par les marques? Alors ils sont, c'est difficile de répondre à ta question parce que le nombre est pas du tout le même. Tu vois les méga influenceurs qui ont plus d'1 million, de followers, en France, c'est quelques centaines. Ouais. Je te disais, il y a 180 000 créateurs en France. Donc en fait, la question, elle se pose pas vraiment comme ça. Je ce que souvent on me demande, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un méga influenceur, un macro influenceur, un Plusieurs nano et petits, cetera, plusieurs petits. La réalité, c'est que les marques qui fonctionnent le mieux en influence, elles font un peu tout et ça fait partie de la prise de conscience, de la maturité du marché, sur ces dernières années. C'est que, là où avant tu disais: «Bon, bah, je fais tactique, je vais faire appel à Kim Kardashian et puis c'est génial, elle va faire un post et j'aurai des millions de vues et cetera» ou, «Je vais faire appel à plein de micros». Aujourd'hui, on se rend compte que, la taille des communautés de ces créateurs, elles permettent de répondre à différentes choses. Quand tu travailles avec des méga créateurs, des méga influenceurs, tu vas travailler plutôt sur la notoriété, heu, pas trop sur l'engagement, tu vois? Ils acceptent d'ailleurs assez peu d'utiliser des codes promo ou des choses comme ça. Quand tu fais appel à des macro-influenceurs qui ont quelques centaines de milliers de followers, jusqu'à 500 000 followers, là, tu peux commencer à travailler un petit peu avec, de l'activation et de l'engagement et tu vas être aussi, sur la notoriété et surtout tu vas commencer à travailler sur ta crédibilité. Parce que souvent ils ont un métier à côté, ils ont une expertise et donc tu vas apporter la crédibilité à ta marque, à ton produit et plus tu descends, sur la pyramide, plus tu vas faire appel, au bas de funnel et à de l'engagement pour aller chercher des ventes. Hem Comme dans toute, campagne de communication, si tu fais une campagne de notoriété, mais que tu montres rien pour acheter, il y aura pas de vente. Si tu proposes d'acheter quelque chose, mais que tu as pas fait de campagne de notoriété en amont, les gens ne savent pas si ton produit il est bien, s'il est crédible et cetera, donc ça va pas fonctionner. Donc en fait, il faut faire un peu de tout.
Ça veut pas dire qu'il faut faire tout en même temps, mais les marques qui fonctionnent le mieux en influence aujourd'hui, elles ont compris ça et elles intègrent vraiment cette pyramide de l'influence. La complexité derrière, c'est que pour faire ça, c'est compliqué de faire ça à la main. C'est là où tu as besoin d'outils, Bien comme sûr. Courseware parce que, potentiellement, ça veut dire, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de créateurs que tu vas activer sur une année et pour faire ça, il te faut des outils. Et pour terminer, si tu avais face à toi, Quentin, de 2010, quel conseil tu lui donnerais? Heu, hem, je dirais de faire confiance, à, à ses intuitions. C'est ce que je dirais aussi à n'importe quel entrepreneur. Tu vois le pivot finalement, parce qu'à un moment on a vendu, Cold Square, Brand Celebrities pardon et le pivot de Brand Celebrities à Cold Square, c'est quelque chose que je ressentais, avant, heu mais que j'avais pas osé faire. Je savais pas trop comment le faire et je me disais que c'était complètement fou et qu'il fallait pas le faire et finalement c'est la meilleure décision, qu'on a pu, prendre, hem et sur plein de plus petites décisions, je pense qu'il y a des choses aussi que j'aurais pu faire un peu plus. Donc je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut aussi faire confiance, à son instinct. Je rationalise beaucoup, donc c'est pour ça que parfois je tarde un peu. Mais je dirais ça. Après je dirais, bien s'entourer, hem, parce que finalement, c'est toi qui portes le projet en tant qu'entrepreneur, mais c'est pas toi qui fais, au quotidien et il y a rien de plus gratifiant aussi de voir des gens, qui montent, et qui deviennent excellents dans leur métier, qui deviennent des experts et qui cartonnent et de créer cette aventure ensemble. Moi, je viens des sports co, je viens du rugby, ça me parle beaucoup et quelque chose que j'ai tardé aussi à faire, dernier conseil que je me donnerais, c'est, de donner du sens. Tu vois, aujourd'hui, Cold Square est entreprise à mission, on est aussi B Corp. On a beaucoup travaillé sur notre mission, pourquoi on se lève le matin. C'est pas juste pour, faire du chiffre d'affaires, signer plus de clients, ou faire des campagnes, d'influence, ou faire juste de l'IA, tu vois? Nous, on a une mission qui est assez claire, on veut donner accès à cette nouvelle force, ce super pouvoir qu'est l'influence à toutes les idées, les personnes, les organisations, dans le monde, mais aussi pour avoir un impact positif et tout ce travail-là qui nous a pris énormément de temps, aujourd'hui, il fait la différence par rapport, à d'autres acteurs. Mais surtout, il nous fédère et il nous donne du sens et je pense qu'on a des bonnes bases, pour avancer et j'aurais dû faire ça, plus tôt, je pense. Il y a un proverbe en France, je sais pas si tu es très proverbe, mais il y a un proverbe qui dit: «Jamais 203». Tu as fait Brands qui était un succès, Cold Square qui en était un autre. On attend de voir le troisième. En Bah, tout merci. cas, merci Quentin d'avoir accepté mon invitation et je te dis à très bientôt. Merci Benoît.